Bon, bonjour tout le monde. Bon, moi, comme vous le savez, je m'appelle Vincent et donc je suis moniteur de plongée depuis le mois de février, mais avant ça, je plonge quand même depuis un bon moment, depuis, je pense, l'âge de mes 20 ans. Donc ouais, ça fait 4, 5 ans. J'ai intégré Exia, en février, donc c'est pour moi un p l'opportunité un peu de vous présenter, ce cette bonne passion, on va dire. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous montrer des slides que j'utilise pour, mes élèves. Il faut savoir comme on n'a que 45 minutes et que normalement ces slides prennent plus de 3 heures ou 4 heures, je vais passer beaucoup de slides et je vais être assez rapide. Donc c'est tout à fait normal et si jamais à la fin vous avez des questions, vous pouvez hésiter vous n'hésitez pas à m'en parler ou si vous avez une question même qui vous vient à l'idée, en tête, n'hésitez pas à la mettre dans le chat et je répondrai à la fin, si j'ai assez de temps. Il faut savoir que, je suis un moniteur SSI, c'est-à-dire que SSI il y a plusieurs organismes de plongée. Il y en a un en France qui s'appelle CEMAS. Il y en a 2 principalement reconnus à l'étranger qui sont le SSI et le PADI et bien sûr, il y en a d'autres. Mais on va dire que ce sont les 3 qui ressortent un peu du lot. Donc moi, j'ai passé mon monitorat SSI, donc le slide que je vais vous présenter contiendra des méthodes d'apprentissage de SSI. Il faut savoir que chaque méthode d'apprentissage est différent, même si l'idée générale, c'est-à-dire les compétences ou les techniques que vous allez utiliser sous l'eau, resteront les mêmes. Ici, c'est le slide open water, c'est-à-dire le slide open water, c'est, un niveau 1. Vous avez plusieurs niveaux qui vont de niveau 1 au niveau 4 et après le niveau 4, on considère que vous passez dans le monde professionnel. Donc là, vous pouvez après être, chef de palanquée, ce qu'on appelle donc c'est-à-dire que lorsque vous passez, un niveau professionnel, vous êtes habilité à aller dans des clubs et les clubs vous payent pour accompagner des personnes dans l'eau, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Si je procède dans l'ordre, il y a niveau 1, c'est open water. C'est là où vous apprenez toutes les bases de la plongée. Vous apprenez à utiliser l'équipement, vous apprenez un peu à avoir les plusieurs techniques de base pour plonger. Vous avez le niveau 2 qui est le niveau Advanced Adventure qui, lui, vous permet d'aller un peu plus profond, et qui, vous permet de plonger, en autonomie avec bien sûr un coéquipier. Vous avez le niveau 3 ensuite qui permet d'apprendre les techniques de secours et de rescousse en cas de problème avec votre coéquipier et ensuite vous avez le niveau 4 qui là, comme je vous l'ai dit, c'est, chef de palanquée. Donc, au niveau des open water, nous, ce qu'on privilège dans le SSI, on privilège toujours un système de SSI Diver Diamond qui est, qu'on doit avoir des compétences, des connaissances, des compétences, du matériel, de l'expérience. C'est-à-dire que ces 4 à eux seuls, ils résument entièrement, votre, compétence à pouvoir plonger. C'est-à-dire les connaissances, il faut savoir le matériel que vous utilisez. Les compétences, vous allez, faire en fait des skills qui vont se passer sous l'eau et vous allez les répéter en piscine pour ensuite être plus confiant et ensuite pouvoir, on va dire prendre la confiance et avoir moins peur, de la première plongée que vous allez ensuite effectuer en mer. Comment ça se passe? Si jamais vous, commencez à plonger, vous allez passer votre, 1er, entraînement qui se passera en session piscine. Vous allez effectuer plusieurs, compétences sous l'eau, j'y reviendrai un peu plus tard. Une fois que vous avez fait ces compétences-là, vous passez, un examen théorique. Bien sûr, j'ai oublié, avant de passer en piscine, vous allez d'abord apprendre les bases de la théorie, comment on utilise, un matériel, tout le matériel et quels sont les gestes adaptés, sous l'eau, ce qu'il ne faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, une fois que vous avez fait la séance de piscine, vous avez fait, l'évaluation, vous partez en mer. Une fois en mer, vous avez quelqu'un qui vous accompagne du début, jusqu'à la fin pour vous expliquer, comment gréer l'équipement autre. Vous partez faire votre première plongée et ça dépend des clubs, mais en général, vous pouvez en refaire plusieurs et ensuite, une fois que vous avez terminé le nombre de projets requis qui est au nombre de 4, vous passez un autre examen final qui lui, vous donnera le niveau 1 qui, après sera reconnaissable dans
tous les centres à l'étranger. Donc ce qui vous permettra directement de plonger, le niveau 1, c'est aux alentours de 18 mètres avec un groupe. Le niveau 2, c'est au niveau de 30 mètres. Et en général, après le niveau 2, c'est plus des connaissances que vous accumulez en voulant aider les personnes. Enfin, moi je le vois un peu comme ça. Si vous voulez plonger plus profond, il y a certaines spécialités, mais il y a pas vraiment d'intérêt, car suivant où vous plongez, le plus, joli à voir, c'est entre 0 et 30 mètres. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc on a plusieurs systèmes, on a plusieurs matériels de plongée. Donc on a l'équipement de plongée libre, qui est palme, masque, tuba et tout le reste. On a la protection thermique qui forcément nous permet d'avoir un peu moins froid dans l'eau. On a les systèmes d'alimentation en air pour pouvoir respirer en eau. On a les systèmes d'information qui sont les, manomètres pour voir combien il nous reste d'air dans notre bouteille, les ordinateurs pour, voir à quelle profondeur on se situe, combien de temps on y est resté et si on a des paliers ou non de décompression. On a ensuite les systèmes de contrôle de flottabilité qui sont, eux, les gilets, stabilisateurs. Ce sont des gilets qu'on met sur nous, qu'on gonfle avec de l'air pour avoir ce qu'on appelle une flottabilité positive dans l'eau. Pas remonter comme un bouchon et pas couler comme une pierre, juste être en lévitation dans l'eau. Et ensuite, on a divers accessoires comme les lampes, les couteaux et tout le reste. Donc voilà, ce que je vous disais, il y a 6 séances de révision et de théorie, 6 séances en piscine. Les 6 séances peuvent parfois être regroupées en une, ça dépend le temps qu'on y passe. Et il y a 4 plongeurs en formation naturelle, donc ça peut être la mer, ça peut être comment dire? Des carrières. Je sais que pour la Belgique, il y a beaucoup de carrières, donc ici, il sera plus privilégié d'aller en carrière que dans la mer du Nord, car la mer du Nord, pour débuter à plonger, c'est pas vraiment, excellent, on va dire. On a aussi un système qui est assez cool à SSI qui, si jamais vous êtes intéressé pour en lire un peu plus davantage, vous pouvez télécharger l'application gratuitement de SSI qui vous propose déjà des cours, de base juste pour, votre connaissance personnelle. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir ça, donc ça, c'est plutôt très sympa pour ceux qui veulent, on va dire, juste se renseigner avant de franchir le pas. Donc un petit récap sur l'histoire de plongée. Donc, la plongée, ça a commencé il y a un bon moment. Il faut savoir qu'au début, on va dire, les équipements de plongée étaient pas trop au top, quoi, hein. Si on regarde bien la photo, on portait des souliers des souliers en plomb pour faire office de poids pour, on va dire pouvoir marcher sous l'eau avec une sorte de collier. Je sais pas ce qu'ils utilisaient avant, mais c'était vraiment, les débuts étaient pas, non plus, super, enthousiastes, on va dire. Mais, petite histoire, c'est quand même Jacques Cousteau qui a commencé à développer le premier scaphandre autonome, donc qui est, quand même une invention française, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut dire que la plongée, ça est en partie débuté français. Quand vous êtes dans l'eau, il va y avoir un effet qu'on appelle l'effet de la pression sous la surface de l'eau. C'est-à-dire que par rapport à la surface que vous avez au-dessus de votre par rapport à la hauteur d'eau que vous avez au-dessus de votre tête, ça va influencer sur la, pression qui s'exerce sur votre corps. Cette pression-là, elle se détermine par force, par unité de surface, en centimètres carrés, en centimètres carrés ou en millimètres carrés, peu importe. Et au plus vous allez, profondément dans l'eau, au plus il y aura de pression, sur votre corps. On calcule cette pression par la pression absolue et la pression relative. Pression absolue qui prend pas en compte la pression de l'atmosphère et pression relative qui prend en compte l'atmosphère. Et au plus on va aller profond, au plus on va, diminuer notre volume d'air. C'est via, tout ça, c'est par rapport à la loi de Boyle. C'est-à-dire qu'au début, si jamais vous avez une bouteille d'eau de 1 litre à la surface, si jamais vous plongez à 10 mètres, elle en fera déjà que la moitié et ensuite et ainsi de suite. Et à 30 mètres, on n'aura qu'1 quart du litre qu'on avait au début. Donc, c'est quand même une grande différence de volume et c'est pour ça quand on plonge, on va consommer beaucoup plus en étant, en profondeur qu'en étant à la surface. Je vous dis une bêtise, par exemple, à la surface avec une bouteille de 16 litres comprimée à 200 bars, c'est-à-dire que
la bouteille de 16 litres a un volume de 16 litres qui a été comprimé 200 fois à l'intérieur, qu'on va pouvoir respirer pendant peut-être 1 heure et demie. Tandis que si jamais on prend cette même bouteille et qu'on descend avec à 30 mètres de profondeur, on consommera 4 fois plus. Donc au lieu d'être à 1 heure et demie, on sera à 1 heure et demie divisé par 4. Voilà. Également, par rapport à la pression, on a des effets, dus à la pression qui s'appliquent sur notre corps et par rapport à ça, on peut avoir plusieurs, effets de pression au niveau des tympans, au niveau des sinus et des oreilles. C'est pour ça que quand on commence à plonger, je ne sais pas si vous avez déjà été en piscine, mais quand vous plongez en piscine et que vous allez à 2-3 mètres, en général, ça arrive à partir du 1er mètre, vous sentez une pression qui fait mal sur vos oreilles. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle, il faut que le tympan intérieur se rééquilibre avec la pression extérieure. C'est pour ça que si jamais vous pincez votre nez et vous soufflez, vous allez faire remonter de l'air dans vos tympans, enfin derrière vos tympans et en fait, les tympans vont se rééquilibrer par rapport à la pression. Donc c'est ce qu'on appelle la manœuvre de, Valsalva. Mmh, on va avoir le phénomène de squeeze qui lui, toute partie, toute partie de notre équipement qui a de l'air, avec la pression, forcément, ce volume d'air diminuera. Or, on peut ressentir une sensation d'écrasement. C'est notamment le cas pour les masques. Quand vous mettez un masque à la surface, il a une certaine quantité d'air à l'intérieur. Quand vous descendez après en profondeur, cet air qui est à l'intérieur va vouloir se comprimer et comme il va se comprimer, le masque va venir se plaquer de plus en plus sur votre tête jusqu'à vous faire mal. C'est pour ça que lorsqu'on descend, vous soufflez par le nez pour pouvoir en fait rééquilibrer, le masque, remettre de l'air dans le masque pour pouvoir vous sentir un peu plus, confortable. Forcément aussi quand vous allez plonger profond, vous allez avoir moins de couleurs. Ça, c'est un phénomène qu'on rencontre en profondeur. C'est-à-dire qu'en profondeur, vous allez avoir moins de couleurs, vous allez voir beaucoup, moins de couleurs chaudes, ce qu'on appelle. Car aux alentours de 27 mètres, comment dire? Les rayons du soleil, la lumière, elle est filtrée et comme elle est filtrée, au plus on descend, au plus il fait noir, ce qui est normal. Évidemment, dans l'eau, on peut non plus pas communiquer, comme on communique, dans la vie de tous les jours, on va utiliser beaucoup de signes et ça, ces signes, ils sont à apprendre un par un et avant de plonger, normalement, le moniteur, ce qu'il est censé faire, c'est toujours décrire tous les mouvements, enfin toutes les je vais y arriver, les symboles de communication pour pouvoir avoir une bonne communication et pour que tout se passe au mieux. Donc par exemple, là, vous avez le 1er signe qui est remonté, 2e signe qui est il y a quelque chose qui ne va pas, 3e signe qui est je te demande combien tu as d'air, je te demande combien tu as d'air et le dernier qui est, tout est OK, on continue. Ensuite, évidemment, dans l'eau, vous allez perdre beaucoup de chaleur, donc vous, la conductivité thermique de l'eau étant plus élevée que dans l'air, vous allez avoir forcément beaucoup plus froid dans l'eau que, en dehors. C'est pour ça qu'il faut bien privilégier une bonne combinaison et une bonne protection adaptée avant de partir plonger parce que ça peut piquer, comme on dit. Il va y avoir un phénomène également qui s'appelle un shot sanguin qui vous allez sentir, si jamais vous commencez à avoir assez froid, vous allez commencer à avoir un peu les doigts et les doigts des mains et les doigts de pied qui commencent à être, froids ou être engourdis. C'est tout à fait normal. C'est parce que votre système en fait, votre corps se met un peu en sécurité, c'est-à-dire qu'il va il va réduire la circulation qu'il y a dans vos extrémités pour se concentrer également sur les organes, vitaux qui sont en fait, présents comme le cœur, le foie, hem et tout ce qui s'ensuit. Mmh, mmh, mmh. Donc évidemment, au plus vous plongez profond, au plus vous plongez profond, au plus il va falloir une respiration régulière, car c'est ce qui va vous permettre de moins consommer de gaz. Le gaz, c'est l'air qui est contenu dans la bouteille et en fait, au plus vous êtes, tranquille, au plus vous êtes cool, au plus de temps vous pouvez, rester sous l'eau. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous êtes un peu stressé ou que vous respirez un peu trop rapidement,
vous allez consommer votre air beaucoup plus rapidement et dans ce cas-là, la plongée durera moins longtemps. En système d'alimentation d'air, on a également un détendeur qui nous permet de nous acheminer, l'air en fait, qui est présent dans la bouteille. Car une bouteille, comme je vous l'ai dit, c'est gonflé à 200 bars. Or, on ne peut pas respirer, 200 bars comme ça, sinon nos poumons, ils exploseraient. Donc on passe en fait par différents systèmes de régulation qui vont diminuer la pression par étage pour ensuite, à la fin, faire en sorte que l'on ait une pression d'air qui est respirable. Cette pression d'air, elle est aux alentours de 0,3 bar. Si jamais je récap, du coup, la bouteille délivre de 100 bars. Le premier étage, lui, délivre une pression de 10 bars. C'est la pression qui est présente dans ces tuyaux-là, tuyaux noirs. Et une fois que la pression à 10 bars a atteint le deuxième étage qu'on appelle un détendeur, lui, il va convertir la pression de 10 bars à 0,3 bars. Et c'est lui qui va ouvrir ou fermer, on va dire sa vanne pour pouvoir nous donner de l'air. C'est pas une vanne, c'est une membrane, mais bon, j'évite de parler en termes trop. Évidemment, les bouteilles, ça je passe. Système d'alimentation, je passe. Donc vous allez avoir aussi plusieurs systèmes d'information qui est votre ordinateur de plongée. Alors ça, c'est un des éléments les plus importants car c'est l'ordinateur de plongée qui va vous dire à quelle profondeur vous êtes, à quelle profondeur vous pouvez rester sans palier de décompression, à combien à combien s'élève votre remontée, car on a des remontées à respecter, c'est-à-dire que on peut pas descendre et remonter très vite. Il faut qu'on remonte doucement. Au plus c'est doucement, au plus on remonte lentement, au mieux c'est. La vitesse à ne pas dépasser chez SSI, c'est 9 mètres minutes. Donc c'est-à-dire que si jamais vous êtes à 10 mètres, vous devez prendre 1 minute pour monter. Ça vous donne une petite idée. Donc si vous êtes à 30 mètres, c'est 3 minutes. Donc vous vous doutez que si jamais il y a quelque chose qui vous arrive à 30 mètres, vous pouvez peut-être pas remonter en 3 minutes. Car si vous avez une coupure d'air, bon, ça m'étonnerait que vous preniez 3 minutes pour monter tranquillement. Les règles de base de la plongée, ça va être de respirer en permanence. On ne doit jamais retenir sa respiration, car comme je vous l'expliquais, ça peut mener à des accidents. Imaginons, vous êtes à 10 mètres de profondeur, vous prenez une respiration et vous remontez à la surface. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir de l'air dans vos poumons. Allez, admettons, vous prenez 5 litres. Vous prenez 5 litres à 10 mètres, vous coupez votre respiration, vous remontez. Qu'est-ce qui va se passer? L'air dans vos poumons, il va s'expandre. Comme il va s'expandre de moitié. C'est-à-dire qu'en plus des 5 litres, vous allez rajouter 2,5 litres. Est-ce que vos poumons ont la capacité de prendre 2,5 litres en plus? Non. En gros, il faut toujours respirer en permanence. Ça, c'est vraiment la première règle de base de la plongée, ne jamais retenir sa respiration. Il faut remonter lentement et toujours garder le contrôle de sa remontée. Et il ne faut jamais plonger seul ou au-delà de sa compétence de formation. Par exemple, vous avez 3 plongées, vous voulez plonger à 40 mètres, bon, c'est pas le plus raisonnable, on va dire. Parce qu'il faut des compétences spéciales et puis il faut bien sûr avoir plongé et avoir gagné de l'expérience au préalable. Voilà. Je connaissais le terme en anglais, mais j'arrivais plus à me souvenir en français. Donc vous avez, donc quand vous retenez, je reviens sur la respiration. Donc si jamais vous retenez votre souffle et que vous remontez à la surface, vous pouvez avoir un phénomène qui s'appelle l'embolie, le pneumothorax, l'hémisphène sous-cutané ou l'hémisphène du médiastin. En gros, ces phénomènes, c'est juste que comme vos poumons ne peuvent pas supporter la charge, le surplus d'air va être envoyé en fait au cerveau et en fait vous allez juste perdre connaissance. Et dans ces cas-là, ça peut même vraiment être plus dangereux car le poumon ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts au niveau du poumon. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais la règle de base qu'il y a à retenir, c'est toujours respirer quoi qu'il arrive. C'est juste ça. On a aussi ce qu'on appelle des accidents de décompression. Alors ça vient mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire que quand on fait un accident de décompression, c'est qu'on a plongé profondément pendant un certain temps et qu'on remonte plus vite que ce qui est prévu. Par exemple, si jamais vous devez faire une plongée avec des compressions, tout vraiment se planifie. Vous avez des équipements de sécurité en double et
Si, pardon, je reviens à la base. J'ai beaucoup de trucs à dire, j'essaie de faire le mieux. Ça fait déjà 30 minutes et il me reste encore beaucoup de choses à dire et j'aimerais bien répondre aux questions après, donc j'essaie vraiment de faire au plus vite. Hem, Quand vous avez à faire une décompression, c'est-à-dire que vous avez dans votre bouteille, de plongée un mélange d'air et d'azote. On sait tous que l'air est à 21, 20 il y a 21 d'oxygène dans l'air et 79 d'azote qui aide à transporter l'oxygène dans l'air. Cet air-là, si jamais on le prend et on le compresse, forcément quand on va plonger en profondeur, il va y avoir le il va y avoir on va prendre du coup plus d'oxygène, plus d'azote, donc plus d'air, parce qu'on va respirer un gaz qui est compressé. Par rapport à ça, suivant la profondeur où on se trouve, il se peut qu'on accumule beaucoup de cette partie qui est de l'azote. Cet azote-là, il va se mettre ensuite dans des tissus qui sont, par exemple, la peau, qui sont les tissus, ça peut être du foie, ça peut être il faut se dire qu'on est constitué de beaucoup de tissus et que ces tissus-là, ils absorbent l'azote différemment. Le problème, c'est pas l'oxygène, du coup, c'est l'azote que ces tissus vont prendre. Car comme ils vont prendre pas mal d'azote, ils vont en accumuler petit à petit et si jamais on remonte trop à la surface, cet azote va rester encore, prisonnier dans les tissus et il va vouloir s'échapper. Pour s'échapper, il n'y a pas 36 solutions, c'est la respiration. C'est-à-dire que vous allez devoir, respirer un certain temps à une certaine profondeur pour pouvoir évacuer, cet azote. Si jamais vous n'arrivez pas à l'évacuer, ce qu'on appelle un accident de décompression et que vous remontez trop rapidement, l'azote restant dans votre corps va rester. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la différence de pression qu'il va y avoir entre le moment où vous l'avez accumulé et le moment où, vous allez, à la surface. Car cet azote-là, c'est un gaz qui peut être expansible. Donc du coup, l'azote que vous avez accumulé sous forme de petites bulles à 40 mètres, quand vous allez remonter, ça va être des bulles, assez conséquentes qui peuvent en fait bloquer votre, circulation sanguine, car l'azote passe aussi dans le sang. Pour éviter, tous ces accidents, vous allez juste devoir utiliser les procédures remontées, c'est-à-dire conserver des réserves de gaz pour avoir suffisamment de gaz si jamais il arrive quelque chose. Vous allez, forcément contrôler la vitesse de remontée pour remonter successivement et vous allez toujours faire un palier de sécurité qui, si jamais vous plongez au-delà de 12 mètres, vous allez toujours rester à 3 mètres, entre 3 et 6 mètres, 3 minutes, pour être sûr qu'il n'y ait aucune trace d'azote résiduelle dans votre corps. Il se peut très souvent qu'après une plongée, vous soyez très fatigué car le corps travaille pour évacuer le reste d'azote. Or, ça peut vraiment être assez, assez fatigant. Évidemment, après une plongée, je vous avais parlé de d'élimination de l'azote. Il se peut qu'il reste de l'azote dans votre corps. C'est pour ça on ne doit pas prendre d'avion 24 heures après une plongée. Pourquoi? Parce que l'azote résiduel qui reste à l'intérieur de votre corps peut toujours, se déclencher, enfin peut toujours former des bulles si jamais la différence de pression, existe. Si jamais vous restez au niveau de la mer, il n'y a aucun souci, vu que l'azote sera juste éliminé en permanence. Si jamais vous prenez l'avion après une plongée, ce qui va se passer, c'est que l'avion, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir, il va aller à 8000 mètres, ouais, c'est ça, 8000 mètres de haut et à 8000 mètres de haut, il va y avoir une différence de pression. Cette différence de pression, cette fois, elle va se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que les, la pression extérieure est moins grande que la pression au niveau de la mer. De ce fait, l'azote résiduel que vous avez dans votre système n'est peut-être pas nocif au niveau de la mer, mais il est nocif à 8000 mètres d'altitude. Voilà. Il y a un autre phénomène qu'on appelle la narcose due à l'azote, c'est-à-dire qu'on accumule cet azote et comme on l'accumule, notre cerveau réagit un peu, spécialement. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà forcément, bu de l'alcool. Et ben, c'est à peu près le même phénomène qu'on a, sauf que c'est aucunement nocif. C'est comme si au plus on plonge profond, au plus on a un phénomène de relaxation, de bien-être. Ça dépend des individus, car si vous êtes dans un mode de pensée où tout va mal se passer, ça peut qu'accentuer les choses. C'est ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est au plus vous plongez profond, au plus ça équivaut à plusieurs verres d'alcool.
Il faut faire attention également au monoxyde de carbone, car une bouteille de plongée, c'est rechargé à l'aide d'un compresseur de plongée. Ce compresseur de plongée-là, il va passer par plusieurs étages de compression et du coup, il faut imaginer qu'il va prendre, quand même, énormément de litres. Il va prendre plus de 2000 litres d'air présent et si jamais cet air, il est mauvais ou autre, l'air que vous avez retrouvé dans votre bouteille va être nocif fois 200. Par exemple, si jamais vous fumez devant un compresseur, l'air qui va être pris dans le compresseur et qui va être mis dans la bouteille aura le goût de, de cigarette, mais multiplié par beaucoup de fois. Forcément, je vous avais aussi parlé de système de plongée en binôme. C'est pourquoi? C'est tout simplement car vous êtes plus en sécurité. Car si jamais il y arrive un problème à l'un, l'autre doit être en capacité de réagir. Donc c'est pour ça que vous avez la sécurité, vous plongez en binôme pour la sécurité. Vous avez également la redondance d'équipement, c'est-à-dire si jamais vous avez un régulateur qui ne marche pas, vous pouvez prendre toujours celui de votre collègue ou vice versa. Et puis c'est toujours sympa de partager ce qu'on voit avec des copains. Quand vous plongez, vous devez planifier votre plongée, c'est-à-dire à combien de temps je peux rester à quelle profondeur. On utilisait des tables de plongée avant, mais c'était pas trop efficace parce qu'on devait plonger, rester à une certaine profondeur un certain temps et remonter juste après. Tandis que là, avec des ordinateurs de plongée, ils recalculent tout le temps combien de temps on peut rester à telle profondeur sans faire de palier de décompression, en remontant petit à petit jusqu'à la surface. Ensuite, il y a évidemment plusieurs procédures pour bien effectuer les plongées, se repérer, ça je passe. Calculer la consommation du temps, la consommation qu'on consomme parce qu'un être humain, ça consomme à peu près entre 13 litres et 15 litres, d'air s'il est expérimenté. Or, je vous l'avais dit, ça peut, varier, très rapidement en fonction de l'individu que vous avez en face et du coup tout ça, ça se calcule. Vous partez pas en mode, OK, j'ai 200 bars, j'y vais puis on verra ce qui arrivera. Vous quand même, vous planifiez un minimum pour savoir combien de temps vous pouvez rester sous l'eau. C'est au niveau de la sécurité, ça vous permet d'avoir une idée d'à quand remonter, de quand commencer à entamer votre procédure de remontée. Également, ce qui est cool, c'est que la plongée, vous pouvez en faire également, mais partout. Quand je dis partout, c'est vraiment dans des endroits qui sont magnifiques. Ça peut être les, hem Ça peut être les îles, ça peut être les îles chaudes, ça peut être, la Belgique et ça peut être également les pays, plus froids où ça, il faudra vous passer par des clubs bien sûr, agréés. Également, pourquoi plonger? C'est pour la vie. Vous voyez, une vie que vous ne retrouvez pas ailleurs. Vous avez déjà marché dans des aquariums ou autres, mais là, c'est vraiment, l'aquarium, moi personnellement, j'aime pas. Je préfère voir le poisson à l'air libre, pouvoir presque interagir avec lui plutôt que de regarder des poissons nager en rond, pendant toute leur vie, dans un aquarium. C'est pour ça que vous pouvez, en plongée, voir des choses qui sont absolument, fantastiques. Vous pouvez voir plusieurs coraux, des coraux durs, des coraux mous. Vous pouvez voir beaucoup de mollusques et des récifs coralliens, absolument fantastiques. Voilà, en vie subaquatique, vous pouvez voir des pieuvres, des homards. À part ça, vous pouvez rencontrer de plus grosses espèces, qui sont vraiment impressionnantes quand vous, êtes de en face d'eux. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me retrouver en face d'un requin-baleine, comment vous appelez? Un white shark, un requin blanc qui eux, heu les requins-baleines, pardon, en français, qui eux sont vraiment, énormes et ils ont beaucoup de poissons autour d'eux et quand vous avez un individu de 15 mètres de long par, 2-3 mètres de large qui arrive vers vous, heu, sans signe, qui arrive, juste vers vous, pour vous dire bonjour, je peux vous dire que ça fait quand même un petit quelque chose. Vous pouvez voir également des coquillages, beaucoup de vie marine, des murènes. Les murènes, c'est vraiment sympa à voir aussi parce que ce sont des poissons, en fait, qui sont logés dans des trous et quand ils sortent, en fait, c'est des gros serpents qui nagent sous l'eau et c'est assez majestueux à voir. Donc c'est, très, très sympa. Vous avez également, beaucoup de poissons qui peuvent être rencontrés en eau douce. Par exemple ici, si jamais vous partez plonger dans des carrières, c'est typiquement le style de poisson que vous pourrez, rencontrer.
Ensuite, ça c'est des formations spécifiques que vous pouvez faire. Avant de plonger, ce qu'il faut faire, c'est qu'au plus vous êtes dans un meilleur état, en meilleure forme physique, au mieux c'est. C'est pour ça que dans tous les cas, vous devez toujours rester en bonne forme physique parce que vous pouvez avoir à faire des efforts physiques sous l'eau, ce qui est normal, ça en demande beaucoup. Forcément, vous n'allez pas boire un coup avant la plongée ou vous droguer parce qu'avec le verre que vous avez pris avant et avec le verre qui va se passer avec la pression sous l'eau, ça fera 2, ça fera 3 et ça fera un bon paquet à la fin. Même si je sais qu'il doit y en avoir beaucoup qui doivent être assez entraînés pour ce genre de truc. Il faut toujours forcément aussi rester hydraté et avoir une protection thermique adaptée et pas fumer forcément, c'est un peu meilleur. Pourquoi? Parce que la qualité de respiration, est quand même meilleure pour un non-fumeur que pour un fumeur. Également, on va éviter les signes de panique qui sont les détresses respiratoires, c'est-à-dire un essoufflement. Heu, Personnellement, ça m'est déjà arrivé, c'est pas trop marrant. C'est-à-dire que vous devez rester accroché à votre détendeur et vous devez, juste attendre que le stress passe ou autre. Les conditions, environnementales dépendent de ça. Si jamais vous voyez absolument rien, que vous avez perdu votre guide de votre palanquet, que vous vous retrouvez tout seul, ce sont des choses que vous pouvez avoir. Dans ces cas-là, il y a pas de stress. On a toujours une procédure de sécurité qui est si jamais tu n'arrives pas à voir le groupe, tu regardes autour de toi pendant à peu près 1 minute, tu fais un 360 et ensuite tu remontes à la surface doucement et en général, le groupe se retrouve à la surface. Hem, Également toujours, réfléchir avant d'agir. Je vous avais parlé du phénomène avec les poumons. Par exemple, là, le monsieur, il se rend compte qu'il a plus assez d'air. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit: «Attention à mes poumons, j'ai une idée, je vais remonter tout doucement». Voilà. On a également plusieurs, skills qu'on fait, dans les piscines. Donc là, c'est par exemple une des skills qui est le partage d'air. C'est-à-dire si jamais j'ai un binôme en face de moi qui est à court d'air, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui partager mon air, je vais lui donner mon air et puis ensuite on va remonter ensemble. Ça, on le fait bien évidemment plusieurs fois en piscine et une fois que vous l'avez répété assez souvent et que vous vous sentez assez à l'aise, après on peut, continuer à faire d'autres skills. Un deuxième skill assez important, c'est la remontée à la palme. Si jamais vous vous sentez que vous êtes, en manque d'air et que vous avez vraiment besoin de remonter, vous allez remonter, mais tout en expirant de l'air pour évidemment, éviter ce phénomène d'expansion d'air dans les poumons. Vous avez d'autres après, situations comme les remontées, d'urgence au gilet. Alors ça, c'est encore une autre technique, c'est si jamais vous êtes vraiment trop profond, vous êtes à 20-30 mètres, vous avez plus d'air d'un coup, dans ce cas-là, vous avez juste enlevé tous vos poids et vous allez remonter tout seul à la surface. Bien évidemment, ça c'est jamais arrivé à personne et on le souhaite pas, parce que c'est une des pires situations qui peut vous arriver. Donc si je récap, il faut plonger dans vos limites quand vous allez passer les formations, évaluer enfin, on va passer à une évaluation physique, de chaque candidat pour voir un peu, quels sont leurs niveaux de forme. On va vous apprendre un peu tout le matériel qu'il y a à la plongée, respecter, le système des binômes, accepter la sécurité à chaque plongée. C'est-à-dire vous allez toujours regarder votre équipement et vérifier en plus du moniteur votre équipement vous-même pour être sûr que tout va bien et bien sûr, respecter l'environnement, c'est-à-dire ne pas toucher, ne pas détruire, ne pas faire tout ce qui peut nuire à la nature. Vous avez également des cartes qui sont des cartes de reconnaissance, c'est-à-dire si jamais vous passez des niveaux, vous avez envie après d'aller un peu plus haut, et ben, on a des cartes qui sont des spécifications qui vous permet en fait, de, plonger, de reconnaître quand vous arrivez dans un club qui est ceci, de dire: «Voilà, moi je suis tant, peux plonger à tel mètre avec, telles conditions». Donc ça vous permet de faire une idée à peu près de votre niveau, ce qui est, très intéressant dans le cadre d'attribution des groupes. Parce on mettra pas forcément avec les débutants, on vous mettra avec peut-être un peu les personnes plus expérimentées qui vont aller un peu plus loin, peut-être qui vont voir plus de choses. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Ensuite, on a plusieurs également, formations qui nous permettent derrière de pouvoir, continuer plusieurs spécialités. Par exemple, je vous avais parlé de la spécialité profondeur. Si jamais vous avez envie de plonger un peu plus profond et d'aller vers les 40 mètres, vous pouvez le faire. Dans ce cas-là, ce sera, une spécialité qui vous demanderont d'avoir, 2 plongées en plus et vous aurez une carte à la fin. C'est par exemple, le programme Deep Diving. Vous pouvez avoir aussi un autre programme qui s'appelle
l'air enrichi au nitrox. Vous pouvez rester plus longtemps, plus profond, sans avoir de palier de décompression, car le système nitrox, c'est un système où en fait on va mettre plus d'oxygène dans la bouteille au gonflage et donc vous avez moins d'azote présent dans la bouteille, donc du coup vous pouvez rester plus longtemps à certaines profondeurs que vous ne pouvez normalement pas rester en air normal. Voilà. Vous avez aussi des programmes qui vous permettent de voir et de commencer vos plongées dans un environnement qui est réduit. Enfin, vous avez énormément de spécialités. En fait, si je reprends le panneau, c'est vraiment beaucoup de spécialités que vous pouvez faire. Si jamais il y en a une qui vous intéresse, après vous pouvez juste y aller, regarder, jeter un coup d'œil, puis vous voyez. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est lors des plongées excessives, les, je vous avais dit qu'on pouvait rester un certain temps à une certaine profondeur sans palier de sécurité, enfin sans faire de décompression. C'est valable dans le cadre d'une plongée. Si jamais vous reprenez votre équipement et que vous refaites une plongée de suite après, ce ne sera pas du tout les mêmes, vu que votre corps aura déjà accumulé de l'azote et quand vous retournez, ensuite, en profondeur, votre corps ayant déjà de l'azote à l'intérieur, il accumulera encore l'azote plus rapidement. Voilà, donc ça c'est à savoir. Voilà, j'ai à peu près, fait le tour.